Toujours dans le thème du hockey, le papier dans le journal de notre ami Jean-Nicolas Blanchet. Je dis hockey, mais ça peut être pour d'autres sports. Papier qui fait grand bruit aujourd'hui explique qu'un jeune chercheur qui est ici au Québec se penche sur l'anxiété dans le sport, notamment l'écroulement sous la pression, ce qu'on appelle communément et tristement pour ceux qui y sont associés, les chokers. Vincent Huard-Pelletier est professeur au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour à vous. Bonjour, je suis vraiment content d'être ici. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. D'abord, pour ceux qui seraient peut-être moins familiers avec le concept comme tel, donnez-nous des exemples pour qu'on comprenne bien de ce qu'on appelle choker dans le sport. Oui. L'écroulement sous pression ou le choking, c'est une baisse significative de performance qui est directement liée à un niveau de stress qui est plus élevé, pas un manque de motivation ou à une blessure. Donc, c'est un athlète qui veut vraiment réussir, mais qu'à cause du stress, il ne réussit pas à donner son 100 %. Je dirais qu'on peut constater des épisodes qui pourraient être qualifiés de choking dans les moments importants comme les Jeux olympiques, championnats du monde, séries éliminatoires. Mais pour un étudiant à l'école, ça pourrait être simplement une présentation orale, par exemple. Est-ce que, dans certains cas, ça peut être lié à l'anxiété de performance? Oui, il y a 3 facteurs qui vont venir vraiment influencer là, la susceptibilité d'un athlète à choquer. C'est oui, le niveau d'anxiété, donc le niveau de stress. Il va avoir aussi la conscience de soi, donc à quel point l'athlète s'écoute ou se regarde lorsque c'est le temps de performer. Donc, par exemple, un joueur de hockey pourrait observer la façon de positionner son bâton, ses patins, de trop focuser sur les petits détails dans le feu de l'action. Puis ça l'amène à se déconcentrer puis à être plus loin de l'état de flow. Puis il y a un autre aspect qui peut vraiment nous aider à identifier des athlètes qui sont susceptibles de s'écrouler sous la pression, c'est la présence de stratégies d'adaptation. Donc, est-ce que l'athlète utilise la visualisation, des techniques de respiration, des routines d'avant-match? C'est tous des outils qui peuvent l'aider. Et votre outil, il fonctionne comment? Là? Comment vous êtes en mesure de déterminer que c'est un athlète qui pourrait être susceptible, justement, de subir quelque chose comme ça? Oui, dans le cas de notre étude, c'était assez simple, je vous dirais. J'ai mis au point un questionnaire qui nous permet de mesurer la susceptibilité à s'écrouler sous la pression. Ça prend environ 5 à 10 minutes à remplir là, selon l'âge de l'athlète. Ça nous permet, c'est pas une mesure qui est miracle, là, ça ne remplacera jamais un psychologue ou un préparateur mental, mais ça nous permet, par exemple, dans un grand bassin de joueurs, de mesurer ceux qui sont plus à risque, puis après ça, d'aller orienter notre intervention pour minimiser les risques dans le futur. Est-ce que vous n'avez pas peur, si vous êtes capable de déceler ceux qui, ont plus une propension à choquer ou à s'écrouler sous la pression, que ça tombe entre de mauvaises mains, que ça serve à cataloguer des jeunes au lieu de les aider au final? Oui, ça, je vous dirais que c'est le grand risque qui vient avec ces données-là. C'est pour ça aussi qu'on est vraiment prudent dans les études qu'on mène là, sur ce sujet-là. On est prudent de garder l'identité des jeunes anonymes pour nous permettre vraiment de monter des bons outils sans nuire aux jeunes dans l'immédiat. Un point qui est important aussi, c'est que mon travail de chercheur, c'est d'expliquer au personnel d'entraîneur, au directeur général et aux scouts, aux recruteurs, que c'est simplement une photo de l'athlète dans le moment. Puis ça nous permet d'orienter nos interventions pour justement minimiser les risques dans le futur. C'est vraiment pas un trait qui est permanent. Avec des outils, on peut le régler assez facilement. Parce qu'on pourrait imaginer, dans le sport professionnel même, des dirigeants vouloir savoir est-ce que si je fais un échange ou on parlait de choix au repêchage, tel joueur, il y a plus de... Ça pourrait être utilisé vraiment pas de la façon que vous avez en tête, là. Oui, c'est ça. Et c'est comme bien des outils, là, c'est important de l'utiliser de la bonne manière, puis surtout d'avoir les bons remèdes qui viennent avec. Là. Intéressant quand même. Et je pense que c'est nouveau, là. Vous êtes le premier à schématiser tout ça, à l'avoir vraiment comme sujet de recherche, de cette façon-là, du moins? Oui, je vous dirais que le hockey, en général, c'est un sport qui est très dur
à étudier. Donc, il n'y en avait pas qui s'étaient penchés vraiment sur le problème du choking avec une mesure comme celle qu'on a utilisée là, au laboratoire de recherche sur le hockey de l'UQTR. C'est pas mal la première mesure du genre ouais, au hockey, mais c'est pas la dernière là, parce qu'on a pas mal de travail devant nous et on est prêt à le réaliser. Vincent Huard-Pelletier, professeur donc à l'Université du Québec à Chicoutimi. Merci d'avoir été avec nous. À une Un prochaine. gros merci de l'invitation et bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous.